Chers adhérents, bonjour. La digitalisation des entreprises impacte tous les métiers et notamment celui de la direction juridique. Pour aborder la transformation digitale de cette fonction, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Maître Nahla Hartani, consultante en droit des affaires et fondatrice du cabinet digital Qanoun. Maître, bonjour. Merci d'avoir répondu à présent à notre invitation. Première question, si vous me le permettez, en quoi consiste la digitalisation de la fonction juridique au sein des entreprises? Bonjour Akram, merci pour l'invitation. Alors, avant de parler de digitalisation, il est intéressant d'invoquer la transformation digitale du métier du droit et de la comptabilité aussi éventuellement, puisque ça va ensemble. Mais restons dans le droit et pour dire que l'avenir de ces fonctions dépend aujourd'hui à la capacité d'intégrer certains changements nécessaires à cette transition vers une version évoluée. Tout d'abord, il est nécessaire d'aller vers cette transformation et cette digitalisation pour optimiser certains services, les rendre plus accessibles et notamment gagner du temps et satisfaire le client. Dans un second temps, cela permet de sécuriser et puis de se mettre en conformité. Troisième chose, cela permet d'améliorer la relation client et puis de rendre le fonctionnement de certains services juridiques ou de cabinets juridiques plus agile et plus adapté aux exigences d'aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Maître. Deuxième question, si vous me le permettez, c'est quelles sont les solutions et les techniques à mettre en place justement pour avoir une structure juridique entièrement digitalisée? Alors, les solutions, il y en a beaucoup. Nous allons en évoquer certaines un peu plus tard. Mais disons que la technique la plus en vogue et qui a le vent en poupe, c'est celle du legal design. Alors, pour le legal design, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a le design de l'organisation, le design du service, le design de produit et à la fin, le design de l'information, qui permet donc de structurer à ces différents niveaux de façon beaucoup plus ciblée et centrée sur le besoin de l'utilisateur, afin que la solution finale soit accessible et plus engageante pour l'utilisateur. Cela passe par parfois des petites itérations, des petites mise en place de solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions digitales, selon en fait le besoin qui est essentiellement à cerner avant d'aller justement vers l'implémentation de ces solutions. On fait un petit audit, on questionne ses clients avant et puis on voit vers quelle solution on va aller plutôt qu'une autre. Et en termes de solutions, il y a des solutions legal tech, différentes solutions, il y a des solutions legal tech d'automatisation, donc qui permettent d'automatiser certains services ou certains produits, que ce soit au niveau de l'organisation, de l'administration, des dossiers, ou alors d'automatisation au niveau de la rédaction de certains actes, notamment les contrats. Et puis il y a des solutions de fouille juridique ou de veille réglementaire qui permettent justement de gagner du temps parce qu'elles sont beaucoup plus optimisées. À travers un algorithme, on peut trouver plus facilement le texte dont on a besoin ou la dernière mise à jour. Donc c'est des textes souvent consolidés qu'on retrouve via ces solutions legal tech de fonds documentaires juridiques. Il y a des plateformes aussi, donc des legal tech de référencement pour les cabinets juridiques,
Voilà, tout dépend en fait du besoin du cabinet ou de la direction juridique et un panel assez large de solutions. Après, certaines solutions se présentent sous forme de SaaS. Donc c'est un logiciel qui est intégré dans le cloud et on va dire que les données sont hébergées directement à ce niveau-là, ce qui permet à l'utilisateur de dégager un certain espace ou sinon il aura besoin d'avoir ses propres serveurs et d'intégrer cette solution sous forme de logiciel interne, ce qui est plus coûteux, ce qui est moins simple à mettre en place. La plupart des legal tech sont des solutions SaaS. Ce qui est un peu délicat en Algérie, c'est que la réglementation algérienne ne permet pas, dans ce cas de figure, que les données soient hébergées ailleurs que dans des serveurs ou des fournisseurs cloud non algériens. Parfait. Donc, ce qui peut pallier à ça, éventuellement, c'est d'intégrer des petits outils no-code d'automatisation. Quand on parle de no-code, ça veut dire que c'est des outils qu'on développe sans aucune ligne de code, qu'on implémente directement au niveau de son outil de rédaction et qui permet donc de modéliser en fait sa bibliothèque d'actes, de contrats et donc de gagner du temps et d'optimiser sa rédaction, de gagner du temps aussi au niveau de la génération peut-être de factures. Voilà, peut-être il y a des outils aussi de signature électronique qu'on peut intégrer via le no-code. C'est des outils intéressants qui commencent à peine à se développer et qu'on peut mettre en place ici en Algérie plus aisément que les solutions SaaS. Voilà. Parfait, merci beaucoup Maître pour ces éclaircissements. D'où ma troisième question justement, vous avez parlé des différentes solutions en fonction des besoins des sociétés. Moi j'aurais une autre question. Est-ce que c'est toutes les sociétés qui ont un intérêt à digitaliser leur structure juridique ou quelles sont les entreprises, les sociétés qui doivent justement passer le pas et digitaliser la fonction juridique? Très bonne question Akram. Moi je dirais que les sociétés dans leur ensemble ont besoin de se digitaliser, que ce soit des sociétés de petite ou de moyenne taille, ou voire des grands groupes. Les grands groupes sont tous aujourd'hui à un niveau de digitalisation qui est quand même intéressant. Ils ont leur propre département, par exemple les RSE en France. C'est des départements qui font que du système d'information et qui se chargent justement de digitaliser un peu l'ensemble des départements du groupe. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est à moindre échelle, donc l'investissement n'est pas aussi important au niveau de la digitalisation et encore moins au niveau des services juridiques ou des départements juridiques, ce qui est un peu désolant parce qu'on a autant besoin de digitaliser le service juridique. C'est vraiment essentiel en termes de mise en conformité et de sécurisation déjà. En termes de relations clients, ça permet de fidéliser le client qui aujourd'hui devient de plus en plus exigeant et a besoin donc d'être informé, d'accéder à cette information, qu'elle soit compréhensible. Et la technique du legal design notamment permet de fournir des informations pertinentes et accessibles et engageantes pour le client. En plus des entreprises, il y a aussi les cabinets d'avocats, d'experts comptables ou d'huissiers qui aussi ont besoin de se digitaliser, d'aller vers une transformation en tout cas et vers une version beaucoup plus adaptée aux besoins des clients d'aujourd'hui, des utilisateurs du droit d'aujourd'hui. Et puis notamment on peut citer les institutions publiques aussi et privées comme les administrations, les banques.
tout cela gagnerait à aller vers une transformation et une évolution au niveau des services juridiques. Parfait. Donc, selon vous, quels sont les points de vigilance justement pour digitaliser la fonction juridique? Surtout, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, si je peux dire ça comme ça, et quelles sont les procédures à suivre pour réussir cette phase assez importante dans la vie de l'entreprise et notamment de la direction juridique? Il y a beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur du droit, qui redoutent cette transformation digitale. Qui sont plus portés sur du papier et des stylos. Exactement, exactement. C'est d'abord un état d'esprit qui ont du mal à intégrer. Donc ça bloque beaucoup, ça les empêche d'aller vers cette transition, donc cette évolution assurément, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle ou les outils d'automatisation sont là pour permettre à ces professionnels d'augmenter en performance et non pas de disparaître. Parce que beaucoup pensent que ça va remplacer leur fonction. Donc déjà, il y a ce frein psychologique et cette peur qui est nécessaire à endiguer à travers la pédagogie. Je pense qu'il faut énormément faire de pédagogie à ce niveau-là. Donc l'outil vient faciliter le travail de l'être humain et non pas prendre sa place, entre guillemets. Tout à fait, non, il vient vraiment consolider les efforts que fournissent les différents professionnels qui sont considérables, hein, parce qu'il y a beaucoup de tâches très difficiles à réaliser, longues, chronophages, et donc ça libère les professionnels, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce temps-là qui n'est pas consacré à des tâches à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, il faut faire attention à ne pas prendre les choses à la légère. La digitalisation, ça demande du temps, cette transformation surtout, parce que la digitalisation, c'est comme je l'ai dit, une variante de la transformation, du processus de transformation. Donc d'abord l'état d'esprit, ensuite essayer d'être à l'aise avec ce process, et puis identifier les outils dont on a besoin. Et pas dont on a besoin nous directement en général en tant que professionnels, mais dont nos clients ont besoin. Parce que c'est l'erreur que font beaucoup de professionnels, c'est qu'ils pensent qu'à travers cet outil, ils vont répondre aux attentes du client, mais en fait sans l'avoir jamais interrogé sur ses gênes ou sur ses difficultés. La première difficulté du client, c'est qu'il n'a souvent pas accès au service ou à l'information qu'on lui fournit. Il ne la comprend pas. Donc l'étude préalable qui doit être faite avant de digitaliser porte aussi bien sur les besoins de l'entreprise que les besoins du client de l'entreprise. Exactement. Et les besoins de l'entreprise sont vraiment rattachés aux besoins du client. En tout cas, sur le volet juridique, en grande partie. Et puis sur l'aspect organisation, en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, il y a différents niveaux de transformation. Est-ce que ça dépend où on se situe? Est-ce qu'on veut transformer son organisation? Là, c'est purement rattaché aux besoins de l'entreprise. Si on doit transformer et améliorer au niveau de la relation client, là, effectivement, on doit axer sa recherche d'outils selon le besoin du client. Si c'est, comme je disais, un besoin d'accessibilité ou de compréhension, on doit aller vraiment vers des outils comme le legal design qui permet de un peu réagencer certains documents, les fournir d'une manière beaucoup plus simplifiée, intelligible. C'est un apprentissage. Si c'est un besoin de gain de temps, donc d'accélération à ce niveau-là, il y a des outils d'automatisation, de rédaction, d'actes qui sont intéressants à intégrer. Et à ce moment-là, une fois qu'on a organisé notre structure ou notre service de manière agile, on peut aller vers une digitalisation des process, par exemple de rédaction d'actes ou même au niveau des emails, mettre en place des scripts d'emails
gagner du temps. Il y a des professionnels qui passent des heures rien qu'à répondre à leurs mails. Donc voilà, ça peut être juste des petites implémentations au départ. Et puis en fonction effectivement du besoin, on va intégrer un peu plus d'outils et optimiser jusqu'à ce qu'on soit en accord avec nos besoins internes et nos besoins externes, donc nos besoins de nos clients. Parfait. Moi, j'aurais par contre une autre question, si ça ne te dérange pas, que doivent se poser sûrement les gens en entendant l'interview. Combien de temps prend à peu près un process de digitalisation? Est-ce qu'on est sur une durée précise ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas? La procédure de digitalisation, elle n'en finit jamais. D'accord. Donc en vérité, on commence par, comme je le disais, par de petites implémentations. On teste. C'est ça en fait la digitalisation, c'est que on intègre des outils et puis déjà ces outils sont amenés à évoluer eux-mêmes. Donc on doit se mettre à jour et puis on teste, on recommence, on voit si tel outil a été vraiment performant, nous a permis de gagner en efficacité ou pas. Et puis si ce n'est pas le cas, on va vers d'autres outils. Et c'est vraiment un travail en continu. Ce qu'on appelle, c'est des phases d'itération, donc de test et d'itération, jusqu'à ce qu'on gagne en efficacité, en satisfaction. Parfait, merci beaucoup maître, merci pour la pertinence des informations transmises tout au long de l'interview. C'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre ce que c'est que la digitalisation de la fonction juridique et surtout de comment la préparer et la mettre en place. J'espère vous compter parmi nous pour d'autres interviews. J'espère aussi, merci, ça a été un plaisir pour moi, Akram. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.